Nous allons donc entrer tout de suite dans le vif du sujet, en parlant maintenant des conseils de méthode pour la dissertation de philosophie. Nous avons déjà vu ce que c'est que la dissertation en général. Et il faut faire très attention aux conseils donnés, car cela peut vous servir. Pensez à prendre des notes. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est que de faire une dissertation de philosophie, en s'appuyant sur le fait de savoir ce que c'est vraiment qu'une dissertation, et ce que c'est surtout qu'une bonne copie de philosophie. Nous nous sommes intéressés aussi à ce qu'il faut faire avant le devoir, et aussi pendant l'année scolaire. Commençons par l'introduction. Conseils généraux pour rédiger l'introduction. Disons qu'il est possible de faire vivre une introduction à partir de 3 temps logiques. 1. D'abord, il faut faire venir la question. Cela veut dire que dans un premier temps, il faut présenter la question. Il faut en faire apparaître la nécessité. Il ne faut pas jeter la question elle-même d'emblée dès la première phrase. Dans ce temps préalable, on fait surgir la question, parce que le correcteur n'est pas supposé la connaître, qu'elle n'est pas évidente. Il faut se poser la question de savoir pourquoi la question ainsi posée peut se poser. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y a cette question précise? D'où peut-elle venir? Qu'est-ce qui en légitime l'existence? Pour cela, il est possible de faire apparaître la question à partir d'une contradiction générale par exemple, ou d'un paradoxe au cœur du sujet à traiter, ou d'une opposition entre l'opinion courante et une thèse philosophique relative au sujet, ou encore d'un travail de définition qui fait problème. Dès le début, il vaut mieux installer sa copie au niveau de la réflexion générale et ne pas abuser du cas particulier ou de l'exemple. Par contre, il est impossible de commencer sa copie par une phrase cliché, banale, commune, voire vulgaire, ou par une de ces formules faciles qui déclassent d'emblée le devoir. Dans un même ordre d'idées, il est impératif d'éviter en première phrase la formule toute faite depuis toujours, ainsi que tous les adverbes de temps. 2. Ensuite, et on peut alors revenir à la ligne, il faut en venir à la question elle-même. Pour cela, il ne faut pas hésiter à la réécrire telle qu'elle vous a été donnée, mais il faut juste après l'expliciter, lui donner sens, dégager l'implicite qui est en elle ou que vous lisez en elle. Dans ce moment-là, il faut dégager la problématique personnelle, c'est-à-dire découper un ensemble problème-réponse qui va constituer la façon que chacun aura de traiter la question. Attention, une question de philosophie est toujours une question de droit et non une question de fait. On pose la question, par exemple, que vaut le travail, mais pas le problème, que vaut une heure de travail payée au SMIC dans la France des années 2000. La première est une question de philosophie et on y répond par des idées générales, par l'analyse des concepts, par des arguments théoriques pour aboutir à une position de valeur personnelle, mais fondée et raisonnée. La seconde n'est qu'un problème factuel que la science économique peut traiter objectivement. On peut développer l'implicite ou l'a priori d'une question, mais attention, on ne juge pas brutalement une question posée. Par exemple, on n'écrit pas, ni en introduction, ni en conclusion, « Cette question est trop difficile » ou pire, « Cette question est mal posée ». Il est possible à ce moment de l'introduction de dégager les enjeux de la question, ce qui veut dire qu'on peut se demander ce que l'on gagne à répondre à la question posée. 3. À la fin de l'introduction, il faut indiquer les grandes lignes du plan. Généralement, la question a été appréhendée à partir d'une alternative. Cette alternative d'ailleurs peut permettre de structurer le plan lui-même. Il faut alors donner les grands axes de recherche, les grands moments constitutifs du devoir à venir. Pour éviter de tomber dans des formulations trop scolaires et faire vivre la dissertation, il est ici préférable de donner le plan sous forme de questions. Attention, ne donnez pas la réponse dès l'introduction car ce serait maladroit et illogique. Contentez-vous de donner les pistes de recherche. Résumons. Dans une introduction, il faut trouver 3 étapes. Cela veut dire qu'il faut A. Amener la question. B. Poser la question elle-même, l'expliciter, dégager la problématique, si possible dégager les enjeux. C. Indiquer le plan.
Quelques conseils pratiques pour l'introduction. 1. Comment amener la question? Réponse ici par quelques exemples. À une époque où, on donne alors une idée générale, et où pourtant où, on donne l'idée générale contraire. On peut légitimement se poser la question de savoir si, on reprend la question posée. Généralement, l'opinion commune affirme que, on donne alors cette thèse. Est-il alors provoquant d'affirmer avec la philosophie au contraire que, on reprend les idées du sujet? Que faut-il penser au juste? Attention, il s'agit d'exemples qu'il ne faut pas plaquer mécaniquement sur n'importe quel sujet. Le mieux est bien sûr de réfléchir par soi-même et de voir quelle contradiction possible est impliquée par le sujet précis. Par contre, il est absolument impossible d'écrire ce genre de phrase. Depuis les débuts de l'humanité jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de problème plus important et plus profond que celui de savoir si... 2. Comment dire la question? Pour cela, il ne faut pas oublier, comme il a déjà été dit, de voir ce qu'il y a d'impliqué dans la question. Il faut donner tout simplement le sens. Il faut faire jouer l'alternative possible et comprendre aussi la question à partir de cette alternative. 3. Comment formuler le plan? Interrogation progressive, conjonction de coordination qui souligne les étapes, adverbes, etc. peuvent être utilisés pour donner les grandes pistes pour le développement qui va suivre. Exemple, alors ne pourrait-on d'abord penser que, on donne la grande idée de sa première partie, à moins qu'au contraire il ne faille avouer que, on donne la grande idée de l'antithèse. Trop souvent les plans sont donnés de manière si appliquée et platement mécanique que cela rebute le correcteur. Parlons maintenant du développement. Conseils généraux théoriques pour le développement. 1. Les définitions. Il est possible d'intégrer le travail de définition des termes les plus importants du sujet au tout début du développement. On peut le rédiger dans une sorte de paragraphe séparé et préalable ou l'intégrer dans sa première partie. Il n'est pas nécessaire de définir tous les termes du sujet et il ne faut pas faire du mot à mot. Par contre, il importe avant de disserter de s'entendre de manière rationnelle sur le sens des mots et de définir donc les termes décisifs du sujet. D'une manière générale, on définit en partant du sens le plus simple, le plus reconnu, le sens quotidien appelé en philosophie le sens commun, et en allant jusqu'au sens plus profond, plus conceptuel et plus philosophique. Pour ce travail, il est possible de jouer sur plusieurs niveaux. Définition courante et première, pensez à illustrer par des exemples. Opposez s'il y a lieu nettement ensuite cette définition ordinaire à la définition plus philosophique. Cherchez l'étymologie et les implications du sens étymologique. Définir par opposition avec les termes contraires ou par différenciation avec les termes voisins. Voir les références possibles à la mythologie grecque. Analyser le concept proprement philosophique. Bien entendu, il ne s'agit pas de collectionner bout à bout toutes ces définitions, mais de faire des recherches préalables qui seront utilisées ou non. Ce travail de définition doit être placé au début, mais on peut dans le cours de la dissertation continuer à définir, on peut approfondir et aller plus loin. On peut aussi questionner à partir des définitions. 2. Le plan. Il n'y a pas un plan type qui pourrait valoir tout le temps et que l'on pourrait appliquer comme une recette miraculeuse. Il faut réfléchir et ordonner sa pensée. Chaque sujet et chaque problématisation peuvent générer leur propre forme de plan. Le plan A. Le plan le plus classique consiste à construire 3 parties ordonnées en thèse, antithèse et synthèse. Ce plan offre l'avantage d'une rationalisation dialectisée, mais il a aussi ses inconvénients. D'abord, il faut que la synthèse soit une vraie synthèse, c'est-à-dire le dépassement effectif des 2 premières parties par de nouvelles idées vivantes. Trop souvent, la synthèse n'est qu'une plate et sirupeuse répétition des 2 parties antérieures ou une sorte de mélange informel et maladroit, baptisé juste milieu. Il y a ensuite un second défaut. Ce plan, en effet, risque d'être trop formel, trop artificiel, trop rigide. Il est alors plaqué de l'extérieur sur la réflexion et il devient une caricature de mise en forme ou une mauvaise recette sans esprit. Le plan B. Un plan tout aussi possible consiste à construire en opposant seulement 2 grandes parties. Par contre, il y a un impératif pour ce type de plan. Il va falloir respecter la progression logique des idées. On peut certes s'arrêter à l'antithèse, pourvu que les idées de celle-ci se retrouvent en conclusion.
Thèse, oui. Antithèse, non. Synthèse, autre. Conclusion, autre. Thèse, oui. Antithèse, non. Conclusion, non. Thèse, non. Antithèse, oui. Conclusion, oui. Et enfin le plan C. Le plan peut prendre la forme d'un débat relancé qui procède par approfondissement et avance par grands paragraphes. Il évite le côté trop a priori du plan dialectique et se nourrit d'un questionnement continu. Il a l'avantage de laisser vivre la réflexion. Il n'est pas étouffé par un schéma déjà donné dès le départ, ce qui veut dire qu'il faut inventer à chaque fois le plan, mais il nécessite une bonne maîtrise et court le risque d'une certaine confusion. 3. L'argumentation. Philosopher consiste à réfléchir mais aussi à ordonner les idées de manière argumentative. Une argumentation est une combinaison rigoureuse et raisonnée de plusieurs idées destinées à soutenir une position philosophique. Cela veut dire qu'on ne peut affirmer purement et simplement et qu'il faut toujours se soucier de légitimer ce que l'on avance. Il faut se poser la question, si je soutiens cette idée, quelles sont les raisons qui me permettent de la soutenir ? Après avoir cherché les idées en vrac au brouillon, il faut essayer de voir leur compatibilité et de les ordonner en système progressif. Il faut garder les idées forces et construire en paragraphes, d'une quinzaine de lignes environ. Lorsqu'on élabore toute une partie du devoir, il vaut mieux rédiger en paragraphes et graduer la progression des arguments, c'est-à-dire partir de l'argument le moins fort pour aller vers l'argument le plus décisif, ou bien de différencier en niveaux. Il faut bien entendu prendre un soin extrême des articulations entre les paragraphes, utiliser la bonne conjonction de coordination par exemple, ou procéder par interrogation pour passer d'un paragraphe à un autre. D'une manière générale d'ailleurs, le correcteur voit si un devoir est bon à la réussite des liaisons. 4. La réflexion. Le plan sur lequel on doit se placer pour faire un devoir de philosophie est bien entendu celui de la réflexion générale. Donc il faut ou éliminer ou minimiser la part de l'anecdotique, de l'exemple, du propos expressif trop particulier ou trop privé. L'approche doit être conceptuelle. Il faut faire surgir des concepts, les définir, les travailler, les approfondir, les relier entre eux. Il faut se questionner et notamment se poser la question « si j'affirme cela, alors qu'est-ce que cela implique ?» 5. Les références. Le matériau premier de la dissertation philosophique est la philosophie elle-même. Il faut savoir réfléchir et il faut connaître la pensée des auteurs. Une bonne copie est nécessairement nourrie par la lecture des philosophes et il est bon pendant l'année scolaire de faire des fiches de lecture. Bien entendu, il faut faire très attention à ne pas réciter bêtement. Il ne faut pas reprendre mécaniquement la totalité d'un cours sans respecter la problématique précise. Il s'agit d'ailleurs d'une faute fréquente. Philosopher n'est pas réciter mais réfléchir. Il faut donc arriver à intégrer les connaissances à l'intérieur de son propre argumentaire. Attention, quand on fait une référence à la pensée d'un auteur, il ne faut pas partir du nom de l'auteur puis donner les idées de l'auteur, mais le contraire. On part de l'argument général, on commence à développer, puis on intègre les idées de l'auteur, en précisant la référence, dans son argumentaire à soi. Il ne faut surtout pas faire un catalogue du style pour Platon, pour Descartes, pour Spinoza, pour Kant. Un tel catalogue d'auteurs ne peut donner ni une bonne copie, ni une bonne note. 6. L'usage des exemples. Retenez bien qu'une question philosophique n'est jamais une question de fait, ce qui veut dire qu'on ne peut répondre avec des faits, des exemples factuels ou des casous. La question est de droit et on y répond avec des idées générales et en défendant une thèse ou une évaluation. Il faut faire très attention à l'usage des exemples. On peut prendre un exemple pour faire surgir un problème, mais on ne part jamais d'un exemple pour démontrer. On peut certes utiliser des exemples sans d'ailleurs en exagérer la place et en veillant à en limiter le nombre, mais surtout il faut utiliser l'exemple à bon escient, c'est-à-dire qu'on place l'exemple à la fin d'un raisonnement pour illustrer, pour faire comprendre à l'aide d'une image, mais en soi un exemple ne saurait valoir de preuve ni fonder une démonstration. 7. Le questionnement. Dans un devoir de philosophie, la question n'est pas seulement au début du devoir, il faut penser tout au long de la dissertation à remettre en question. Ne pas oublier donc d'écrire sur le mode interrogatif. Par exemple, pour rédiger une transition, pour passer d'un paragraphe à un autre ou pour faire avancer une analyse. Tout simplement pour faire vivre la pensée et réfléchir. Dans le développement du devoir, il est bon de poser des questions, mais il ne faut plus poser de questions à la fin du développement puisque c'est le temps de la thèse, c'est-à-dire de la réponse. 8. Les transitions. À la fin de chaque grande partie, soit de la thèse, soit de l'antithèse, s'il y a une synthèse, il faut rédiger une transition séparée, c'est-à-dire que graphiquement on ménage un espace blanc et on fait apparaître le retournement de point de vue ou la nouvelle orientation.
On peut marquer la transition par des conjonctions de coordination ou des adverbes, mais, or, toutefois, cependant, etc. Il vaut mieux écrire la transition en grande partie sur le mode interrogatif puisqu'on remet en question le point de vue antérieur. 9. La fin du développement. À la fin du développement, il faut donner sa thèse personnelle, c'est-à-dire qu'après avoir argumenté, le temps est venu de proposer au lecteur un point de vue théorique, une évaluation générale qui réponde à la question de départ. Donner sa thèse veut dire aussi dégager l'essentiel. Il ne faut pas répondre par une référence brutale à un auteur, et si on se réfère à un auteur, alors il faut faire comprendre qu'on partage cette position. Répétons qu'à la fin, il ne faut plus questionner mais répondre, et éviter de répondre sur le mode interrogatif. Conseil de détail pour le développement. 1. Il faut éviter dans une dissertation toutes les références directes à la vie personnelle. Évitez aussi de dire « je » et remplacer la locution « je pense que » ou « à mon avis » par une expression plus neutre comme « il est possible de penser que ». 2. Il y a toute une infraculture qui n'a pas sa place dans la copie du baccalauréat de philosophie et qu'il faut bannir sans concession. Donc pas de référence à la télévision, à des films faciles ou vulgaires, aux anecdotes tirées de l'actualité, aux chansons et aussi aux proverbes. Les références culturelles se trouvent tout simplement et prioritairement dans la philosophie et l'histoire de la philosophie, la littérature, l'art, l'histoire, l'épistémologie. 3. Une citation est une phrase d'auteur qu'on intègre dans son devoir. On la donne entre guillemets et on l'accompagne du nom exact de l'auteur comme du titre exact de l'ouvrage. Les citations sont les bienvenues à condition qu'elles soient bien intégrées. Il ne faut pas vouloir caser à tout prix une citation en dépit du bon sens ni transformer son devoir en catalogue de citations. D'ailleurs, les citations ne sont pas obligatoires. Si le candidat fournit des citations ajustées, tant mieux, mais s'il n'en donne pas, la copie n'en sera pas pénalisée pour autant. Par contre, il est vivement conseillé de veiller à la rigueur de la citation que l'on fait. Certains candidats se permettent en effet de faire des citations approximatives, incomplètes, faussées ou fausses, voire même complètement inventées. 4. Après le contresens qui est la faute la plus pénalisante, la platitude et la superficialité sont les défauts qui limitent le plus la note. En philosophie, il faut sortir de ce que les Grecs appelaient la doxa, c'est-à-dire l'opinion basse et convenue, de la naïveté qui s'ignore, de la pauvreté de la pensée. Mais attention, faire preuve d'originalité et d'esprit critique ne veut pas dire affirmer audacieusement n'importe quoi. Certes, une copie plate est mauvaise, mais une copie délirante l'est tout autant. 5. Le candidat n'a pas le choix de la forme et il doit rendre une dissertation raisonnée. Si la dissertation est un exercice écrit et rationnel, cela veut dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc on ne répond pas à la question de départ par exemple par un aphorisme, une formule ironique, un poème, une image, un dessin. Dans le même ordre d'idées, il faut penser que la copie est faite pour être lue, pour être communiquée à quelqu'un. Donc il faut se soucier de la bonne compréhension autant pour ce qui concerne le fond que la forme. Autre faute à éviter, on ne s'adresse jamais directement au correcteur ou à l'examinateur qui lira la copie, on ne l'interpelle pas. 6. La copie est aussi jugée sur la correction orthographique et syntaxique de son écriture. Il y a tout de même un niveau baccalauréat qui est demandé. Le correcteur, le jour du bac, a le droit d'enlever 2 points pour les fautes d'orthographe. Il a été dit que la forme la plus satisfaisante était l'écriture en paragraphe. Cela veut dire que dans une dissertation, il ne faut pas écrire de manière trop entassée sans aérer le devoir. Mais il ne faut surtout pas non plus revenir trop souvent à la ligne. Sont à bannir d'un côté le devoir entassé, compact et indigeste, et d'un autre côté le devoir décousu, éclaté, trop fragmenté. Intéressons-nous maintenant à la conclusion. 1. Il faut rappeler la question de départ et montrer les différentes étapes ou les principaux arguments utilisés. En somme, il s'agit de reprendre la démarche de la pensée. S'engager dans de nouvelles considérations qui éloigneraient de ce qu'on vient de dire serait dangereux. Il est ici rappelé une fois de plus qu'il faut donner une thèse philosophique et non un constat factuel. Il faut donner une position de principe, une évaluation, un point de vue. 2. Sans tomber dans le schématisme, une conclusion en philosophie est surtout un bilan. Il faut surtout énoncer la thèse que l'on a dégagée au terme du développement. Il est possible de nuancer, mais attention, donner une autre thèse que celle que l'on a trouvée à la fin du développement serait illogique. 3. Il faut impérativement éviter de conclure de manière relativiste, c'est-à-dire de conclure en disant « à chacun son point de vue » ou pire, « chacun pense ce qui lui plaît sur ce sujet », ce qui bien souvent signale une pensée pauvre et une copie insuffisante. Il faut à la fin donner sa thèse philosophique et non diluer la réponse dans des platitudes. 4.
Il est possible à la toute fin du devoir de terminer par une question qui relance le débat. On peut aussi terminer par une citation assez large et qui ouvre de nouvelles perspectives. On peut encore ponctuer le devoir par une formule spirituelle ou éloquente. Hélas, dans bon nombre de copies, les dernières phrases sont souvent catastrophiques. La dernière question, par exemple, est posée sans rime ni raison, à la va-vite, et elle n'est pas loin même d'être absurde. Ainsi, on peut voir des candidats qui reprennent à la fin la même question exactement que celle posée au départ. Dans ce cas-là, et si on n'a pas une bonne question, il vaut mieux en abandonner le principe et conclure tout simplement. On n'en sera pas pénalisé. Dernier conseil, aucun conseil ne saurait tenir lieu de réflexion personnelle.